Bonjour à tous. Après 5 ans de silence, j'ai décidé de faire cette vidéo pour effectivement rompre le silence, pour parler de mon exil. Et d'ailleurs, c'est ce qui fera l'objet d'un livre qui sera intitulé Mon exil. Je parlerai dans ce livre les conditions dans lesquelles j'ai quitté mon pays, le Gabon. Je ne suis pas parti du Gabon parce que je voulais partir, mais je suis parti parce qu'il y avait multiples raisons. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce livre-là, je donnerai plus de détails, je donnerai les noms, je donnerai les circonstances de mon départ, et je parlerai de mon voyage partout, on va dire dans le monde, parce que quand je quitte le Gabon, je vais premièrement en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, je suis allé directement à Limpopo. À Limpopo, c'était chez l'archevêque Marolé, un Sud-Africain noir, qui nous avait reçus. J'étais accompagné de l'évangéliste Luc Balou, que je l'appelle affectueusement papa. Donc nous sommes rendus dans cette ville-là. C'est une ville qui se trouve au nord de l'Afrique du Sud. Et je suis resté là-bas pendant 1 mois, parce qu'il fallait que je trouve un endroit où me réfugier, il fallait trouver des gens pour me garder. Et vous savez que quand on est en exil, ce n'est pas évident, parce que quand vous partez de votre pays, vous n'avez pas où habiter, vous n'avez pas de maison. Et pour le cas d'espèce, je ne connaissais personne en Afrique du Sud. N'eût été le soutien de l'évangéliste Luc Balou, qui avait des amis en Afrique du Sud. Et après le temps qu'on a passé à Limpopo, et par la suite nous sommes allés à Mpumalanga. Mpumalanga qui est quasiment à 3 heures de route, 3 heures de route c'est-à-dire en partant de Johannesburg pour Limpopo, là où nous avons été reçus par un homme de Dieu, l'apôtre Hans, qui est un aumônier de prison et qui connaissait très bien la situation, qui savait pourquoi j'étais parti du Gabon. Alors, il nous a invités à venir pour nous accorder vraiment la consolation, pour nous fortifier et nous encourager par rapport à ce qu'on traversait. Donc, vous comprenez qu'à partir de là, ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était pas facile dans la mesure où je partais du Gabon. Ce n'était pas un voyage prévu. Ce n'était pas un voyage préparé. Et je devais laisser la famille, je devais laisser mon épouse, je devais laisser mes 4 fils, des petits garçons. À l'époque, mon fils avait à peine 3 ans, 2 ans par là, quand je partais du Gabon. Donc, c'était vraiment une épreuve très difficile. Alors donc, en partant de Mpumalanga, je suis revenu sur Johannesburg. J'ai passé un temps là. J'avais été reçu par un homme de Dieu, un pasteur qui avait bien voulu m'accueillir chez lui. Et quelques temps après, il fallait que je parte de là pour cette fois-ci partir aux États-Unis. Et c'est comme ça que je vais continuer ma fuite, parce qu'il faut le dire, pour continuer ma fuite, il fallait que je trouve un endroit sécurisé, il fallait que je sois là où on ne pouvait pas me trouver, parce que vous allez comprendre les raisons, vous allez comprendre pourquoi je suis parti du Gabon et pourquoi tous ces parcours. Et donc, arrivé aux États-Unis, j'ai eu la chance d'être reçu par une servante de Dieu, une prophétesse, qui, elle, vivait avec son époux à Austin, dans l'État du Texas, et qui m'ont gardé plusieurs mois là, plus de 3 mois. Et vous savez, ça n'a pas été facile, cette épreuve. Ça a été vraiment, ça a été dur, voir un monsieur comme moi aller habiter dans des conditions, parce que vous savez, aux États-Unis, pour que quelqu'un vous héberge, c'est pas facile à cause de tout ce qui se passe. Et là, j'ai passé 3 mois là où je ne vais pas vous le cacher, je dormais à même le sol, au salon, parce que toutes les chambres étaient occupées. Et alors, tout ce l'hospitalité qu'elle pouvait m'accorder, c'était simplement de me donner un endroit où je pouvais me coucher. Et c'était vraiment pour moi apprécié. C'était vraiment beaucoup apprécié, parce que au risque de me retrouver à la Belle Étoile, au risque de vivre comme un SDF. Alors, en partant de là, j'ai dû partir de Austin
pour aller au Mexique. Alors, quand je suis allé au Mexique, dans la ville de Monterrey, et là, je vivais à l'hôtel à Trivo, je pense que l'hôtel, on appelle l'hôtel Trivo. Je suis resté là pendant un bon temps parce que j'étais en train de chercher comment je pouvais avoir le droit d'asile au Mexique. Parce que pour moi, personne ne pouvait imaginer que je pouvais aller au Mexique. Donc je me dis que le meilleur endroit pour moi où je pouvais me cacher, où je pouvais me mettre à l'abri de ceux-là qui me recherchaient, il fallait que je trouve, il fallait que j'aille au Mexique. Et donc je suis resté là vraiment un bon temps et ne trouvant pas de solution au plan de l'immigration, alors il fallait que je reparte encore sur les États-Unis. Et c'est comme ça que je repars aux États-Unis. Je vais cette fois-ci à Atlanta, là où j'ai quasiment passé presque 2 ans et demi. Alors, donc, vous comprenez que vivre en exil, ce n'est pas facile. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé, pour ce qui se passe certainement pour plusieurs Gabonais comme moi, mon histoire commence, je vais dire même, mes problèmes commencent avec le gouvernement gabonais, avec l'État gabonais. C'est depuis l'étranger, depuis la Côte d'Ivoire. Parce que je vais aller un peu en arrière. Les années 2000-2001, j'ai obtenu une bourse pour aller continuer mes études en Côte d'Ivoire. J'étais étudiant boursier de l'État gabonais. Il faut le dire, je revenais du lycée technique. Et là, j'ai obtenu cette bourse pour aller poursuivre mes études en gestion commerciale, une formation de 2 ans. Et alors, quand j'ai terminé mes études, connaissant la situation du Gabon, j'ai préféré rester en Côte d'Ivoire parce que déjà, ma première année à l'université, j'ai dû repartir au Gabon où je suis allé faire mon mariage, je me suis marié et puis je suis revenu quelques temps après. Ma femme est venue me rejoindre en Côte d'Ivoire et mon fils, mon premier garçon qui avait à l'époque 3 ans. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de s'installer en Côte d'Ivoire. Les années passées, en 2009, c'est-à-dire à l'approche des élections présidentielles, donc j'ai eu à cœur d'organiser un temps de prière pour prier en faveur du Gabon. D'ailleurs, ce programme, je l'ai organisé en collaboration avec l'ambassade du Gabon, qui m'avait notamment donné l'aval d'organiser ce programme. Donc il fallait prier pour la nation parce que après le décès de Omar Bongo, et il fallait une intervention divine de Dieu pour que le pays ne puisse pas s'embraser. Tout le monde avait peur. Alors il fallait rassurer les uns les autres que Dieu était la solution pour notre pays. Alors donc j'ai organisé ce moment de prière. Et pendant cette période, je suis passé dans les chaînes de télévision, je suis passé dans une chaîne de radio qu'on appelle Fréquence Vie, qui est une chaîne chrétienne, une chaîne de radio chrétienne, où je suis allé inviter les Gabonais, les ressortissants gabonais, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, les familles qui vivent en Côte d'Ivoire, pour les inviter à venir à ce temps de prière pour prier en faveur de notre pays. Et bien entendu, j'ai aussi invité mes collègues pasteurs ivoiriens. Il y avait des prophètes qui étaient là, il y avait des pasteurs. Et ce jour, nous avons tenu, le programme a eu lieu aux 2 plateaux, dans la commune de Cocody. Et pendant ce programme, on a pu enregistrer les responsables, les diplomates de l'ambassade. Donc ce jour-là, à ce programme, on a eu le premier conseiller de l'ambassade du Gabon, on a eu la secrétaire de l'ambassadeur, y compris les étudiants gabonais. Ils sont tous venus à ce programme. Et on avait aussi un diplomate de l'Afrique, du Centrafrique qui était venu là, un retraité, qui était venu nous assister à ce programme. Et puis j'avais invité un homme de Dieu, un pasteur libérien, le pasteur Blessing Salomon, et qui était venu prêcher, qui était venu parler d'un thème que j'avais trouvé très important parce que le thème c'était « The bleeding must stop ». Le bleeding must stop, ça veut dire que le saignement de l'économie gabonaise devait cesser, les meurtres, les assassinats, les détournements de fonds. Donc tout ça, pour nous, c'était vraiment le mot qu'il fallait utiliser, c'était
que le saignement, c'est-à-dire que, comme cette femme dans la Bible, on avait pris l'illustration avec ce passage dans la Bible de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, on avait dit, Seigneur, que ce soit la même chose pour notre nation, que ce sang puisse cesser de couler, que ce saignement cesse. Et je ne sais pas comment est-ce que les autorités de l'ambassade du Gabon avaient pris ces propos. Alors, pendant le déroulé de ce programme, il y a des étudiants gabonais qui étaient venus avec les t-shirts du PDG parce qu'on était à la veille des élections. Le programme avait eu le 29 août, qui était un samedi, et le 30 août, on avait l'élection présidentielle. Alors, quand ils sont arrivés avec les t-shirts du PDG, j'ai dit aux frères, j'ai dit, écoutez, nous sommes à un temps de prière et vous devez savoir que chacun ici a sa sensibilité politique. Donc, il serait mieux de retirer vos t-shirts et de revenir à la prière. Quelque chose qu'ils ont mal pris et d'autres ont même décidé de quitter les lieux et de partir. Alors, nous, on a pour continuer le programme. Et à la fin du programme, la servante de Dieu, la prophétesse qui nous accompagnait dans ce programme avait demandé, tiens, que si on fait une offrande, cette offrande que vous allez avoir, ce serait bien d'aller à l'ambassade d'Israël, parce qu'on a l'ambassade d'Israël ici en Côte d'Ivoire, allez-y faire une offrande en faveur du Gabon, l'offrande que tu aurais reçue. Alors effectivement, c'est ce que j'ai fait. Quelques jours après, je suis allé déposer cette offrande à l'ambassade accompagnée de la servante de Dieu, pour que Dieu se souvienne de notre nation, pour que tout se passe bien lors des élections de 2009. Donc, après cette journée, le secrétaire général, je crois, le secrétaire général du PDG Côte d'Ivoire, ils sont venus me voir, il est accompagné de 2 autres personnes, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, tiens, quand nous avons besoin de ta vidéo, la vidéo du programme de prière, on veut avoir cette vidéo pour qu'on puisse l'envoyer à Libreville pour diffuser ça au journal de 20h. Alors, j'ai répondu aux frères en disant simplement, je dis, ce n'est pas possible que je puisse vous remettre cette vidéo parce que je n'ai pas organisé cette prière pour un parti politique. C'était une rencontre chrétienne. Donc, je ne vois pas comment je peux vous remettre cette vidéo pour que ça soit une propriété du PDG. Donc, toutes ces choses-là, je ne savais pas que je ne faisais que m'attirer des foudres, m'attirer des foudres. Alors, ils sont repartis, je n'ai pas remis la vidéo. Alors, toujours en 2009, et pendant cette même période, le jour de l'élection, donc mon épouse et moi, on va au bureau de vote qui se trouve à l'ambassade du Gabon. Nous sommes allés voter parce qu'à l'époque, aujourd'hui, je ne peux plus cacher. À l'époque, moi, je partais pour voter Pierre Mamboundou. Alors, dès qu'on arrive, on nous informe qu'il y avait une mallette d'argent qui était là pour remettre à tout Gabonais qui devait voter pour Ali Bongo. Alors, pour moi, c'était clair. De par mon éthique en tant que pasteur, je ne me voyais pas en train de prendre une somme de 50 000 francs parce que c'était 50 000 francs qui étaient remis à chaque Gabonais qui votait Ali. Alors, moi, j'ai trouvé ça mal placé. Et j'ai dit à mon épouse, il était hors de question pour nous de prendre ces 50 000 francs. On ne peut pas vendre notre vote pour un 50 000 francs. Alors, un 50 000 francs, même en dollars, ça ne fait même pas 100 dollars. Donc, on a fini je suis allé à l'isoloir, j'ai voté. Mon épouse a fait la même chose. Alors, on a attendu le résultat. Bon, on est sorti après. Plus que le monsieur qui remettait l'argent, il était juste là à côté. Bon, moi, je ne suis pas allé vers le monsieur, je n'ai rien demandé, nous sommes sortis. Alors, ils sont restés derrière parce que ça, c'est une autre dame, une maman qui va m'expliquer tout ce qui va se passer derrière nous. Alors, ils ont commencé à se fâcher, ils ont commencé à dire, mais lui, il se prend pour qui? Voilà, ils savaient déjà que j'avais voté Mamboundou. Et automatiquement, ils m'ont taxé de pasteur opposant. Et alors, les élections finies, c'est d'ailleurs, moi, j'ai contesté ces élections. Je savais que Ali ne pouvait pas faire 100% dans ce bureau de vote. Et tout ça m'a valu, c'est que tout ce qui s'est passé par la suite. Donc, il était très important pour moi de vous dire ça aujourd'hui, à vous, mes compatriotes, à tous les Gabonais, pour comprendre mon calvaire, pour comprendre ma souffrance, ma peine, pour comprendre le malheur, en fait, de défendre mon vote, de défendre mes positions, c'est que ça m'a valu aujourd'hui.
Donc, après cette période passée, donc on arrive, nous sommes en 2010. En 2010, quand la crise ivoirienne va commencer, beaucoup de Gabonais ne savaient pas quoi faire. Parce que l'ambassade était venue nous remettre des BST, c'était des billets d'avion qui étaient spécifiques à ça, c'est-à-dire que ce sont des billets des BST qu'on ne pouvait pas prendre avec d'autres compagnies, donc on avait des BST qu'on ne pouvait que voyager avec un vol, avec un avion gabonais. Donc, cette période arrive. Là, je reçois un coup de fil, une maman qui m'appelle. Tout est peuré et tout. La maman, elle tremblait, elle m'appelle, elle me dit, mais Sostène, qu'est-ce qui se passe? Orphée, qu'est-ce qui se passe? Tu es recherché par l'ambassade du Gabon. Je dis, comment je suis recherché par l'ambassade du Gabon? Oui, mais tu es recherché par l'ambassade du Gabon, il faut que tu appelles, et on va te donner le numéro de téléphone de l'ambassadeur, mais tu es vraiment recherché. Alors, quelques temps après, puisque moi, je me retrouvais, je n'étais pas à Abidjan, j'étais au sud-est de la Côte d'Ivoire, j'étais à Maféré, là où j'avais implanté une église. C'est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, entre la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, je me retrouvais là-bas. Et j'ai dit à la maman, je dis, mais je ne suis pas sur place à Abidjan. Elle dit, non, 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 mais il faut que tu viennes. Donc, quelques heures après, je reçois un coup de fil de mon épouse. Elle me dit, tiens, je viens d'appeler l'ambassade. Et là, on m'a menacé. On m'a menacé, on m'a demandé où se trouve ton mari. J'ai répondu que mon mari n'était pas là. Ils ont dit où est-ce qu'il se trouve. Donc, elle a vraiment reçu des sérieuses menaces. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai compris que j'étais vraiment là, j'étais vraiment en difficulté. Et c'est comme ça que j'appelle quelques amis, j'appelle les membres de l'église, j'informe ma mère fidèle, je dis écoutez, mettez-vous en prière parce que là, je suis en train de me rendre, je dois demain matin très tôt, je dois me rendre sur Abidjan pour répondre à une convocation de notre ambassadeur. Alors donc, dès qu'une fois, avant que je ne prenne le bus, puisqu'on m'avait remis, la maman m'avait remis le numéro de téléphone de l'ambassade, donc quand j'appelle, je tombe sur le conseil culturel. Alors le conseil culturel, elle a commencé à me menacer. Elle dit, tu es où? Il faut que tu viennes, parce que si tu ne te rends pas, si tu ne viens pas, on va arrêter ta femme et ton fils. J'ai dit, mais madame, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, non, je n'ai pas d'explication à vous donner. Si vous ne vous rendez pas à l'ambassade, nous allons arrêter votre femme et votre fils. Alors vous savez que là, elle avait touché ma sensibilité, elle avait vraiment touché, elle m'avait sur place ébranlé. Alors qu'est-ce que je fais? 5 heures arrivent, je prends un bus pour partir de Maféré pour venir sur Abidjan. Et dès que j'arrive à Abidjan, je ne pouvais pas aller directement à l'ambassade. C'est comme ça que j'appelle deux amis, c'est des frères en Christ. J'ai appelé le commandant Ouedja, qui travaille au ministère de la Défense. Et j'ai appelé aussi le frère de Vianney, qui travaillait dans le cabinet du ministre de la Défense également. Et j'ai posé le problème, j'ai dit, ben voici, en train de me rendre à l'ambassade. J'ai déjà informé à mes fidèles, ma femme est informée. Donc je voudrais que vous aussi, vous soyez informés, parce que si je ne ressors pas de l'ambassade, vous saurez au moins que ma dernière destination, c'était l'ambassade du Gabon. Alors ils m'ont dit, ok, dès que je suis sorti du ministère de la Défense, parce que c'est là-bas où j'étais parti, c'est là-bas où je travaillais, dès que je suis sorti de la direction, je suis allé à l'ambassade du Gabon. Alors dès que j'arrive à l'ambassade, je pouvais voir sur les visages des gens à l'ambassade, c'est vraiment que j'étais devenu l'ennemi numéro 1 de l'ambassade du Gabon. Et je rentre, le conseil culturel dit, oui, venez ici, venez messieurs, venez rentrer. Je rentre dans le bureau de la dame. La dame, elle va fouiller dans son... Je tiens à signaler que je vous donnerai plus de détails dans mon livre, quand mon livre sortira sur mon exil. Alors, elle va dans son bureau, elle tire son tiroir, elle me fait sortir une liste, elle me montre, je crois, oui, il y avait 8 noms sur sa liste. Elle me dit, tiens, est-ce que tu reconnais tous ces gens qui sont sur cette liste? Je regarde les noms, je regarde attentivement, je ne reconnais aucun nom. Je dis, non, madame, je ne reconnais aucun nom. Elle dit, mais non, mais nous, on a les informations sur vous, que vous avez un contingent
des 400 Gabonais. Écoutez bien, la dame me dit, vous avez un contingent de 400 Gabonais pour la marche, pour participer à la marche des Blé Goudé. Là encore, à l'époque, même aujourd'hui, je n'ai jamais vu Blé Goudé, je n'ai jamais parlé avec Blé Goudé, je n'ai jamais participé au mouvement des Blé Goudé, je ne suis jamais allé dans la rue à Abidjan pour soutenir un homme politique. Alors quand elle me dit ça, du coup, je dis, mais madame, mais qu'est-ce que vous me dites? Elle dit, non, 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 monsieur, vous êtes attendu dans le bureau de l'ambassadeur. Alors c'est comme ça qu'elle me dit, suis-moi. Donc je prends tout mon courage, je comprends que là, je suis vraiment en danger. On prend les escaliers, on monte, on rentre dans le bureau de l'ambassadeur. Alors, quand je rentre dans le bureau de l'ambassadeur, tous les diplomates étaient là, assis dans le bureau de l'ambassadeur. Donc, dès que je rentre, ils m'ont mis au centre, en face de l'ambassadeur. Et là, dans la salle, je reconnais, parce que quand j'étais le président de l'amicale des étudiants des PG, qu'on appelle Agapi, je connaissais bien le monsieur. C'était le directeur de la zone Afrique de l'Ouest, de l'Interpol. Je connaissais très bien le monsieur, c'était un monsieur Pounou. Il était assis au coin, je reconnais le monsieur. Il y avait, je ne citerai pas les noms pour le moment, il y avait, comment on appelle ça, le premier conseiller de l'ambassade qui était là. En fait, tout le staff de l'ambassade était là. Et puis la salle était quasiment, je voyais à peine les gens dans cette salle. Et là, j'ai compris que les dés étaient bipés. Je comprenais que là, c'était un tribunal. C'était vraiment un tribunal. Alors, je prends place. L'ambassadeur prend la parole en disant vous avez bien fait de venir, parce que si vous n'étiez pas venu, premièrement, on devait arrêter votre épouse, on devait vous prendre vos femmes, et on devait vous amener chez vous à la maison. Vous devez juste prendre une valise, parce que les deux messieurs qui sont juste à côté ici, ils sont venus pour te chercher parce qu'ils reviennent du ministère des Affaires étrangères. Donc, ils sont venus spécialement pour vous prendre et vous amener, vous rapatrier sur le Gabon. Et Dieu seul sait ce qui devait vous arriver. Donc, tout assis, tout épeuré, je tremblais. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'intercéder dans mon cœur. Tout ce que je pouvais faire, c'est de demander la bonté, la miséricorde de Dieu. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors l'ambassadeur me dit, oui, il y a un jeune Gabonais qui s'appelle Télésphore qui nous a appelés en disant que tu voulais organiser un mouvement au sein de l'ambassade et que tu avais un contingent de 400 Gabonais. Et en plus de ça, on sait que ta femme, elle est ivoirienne, ton épouse, elle est ivoirienne. Vous êtes allé faire des déclarations dans les chaînes de télévision et des radios. Pendant ce temps, le président Ali Bongo avait déjà parlé de la question des élections en Côte d'Ivoire. Donc, nul n'était besoin que tu viennes encore parler de cette question. Alors, j'ai eu le courage de répondre parce qu'il fallait que je me défende. Et j'ai dit, monsieur, je pense que, premièrement, je crois qu'on devait faire venir Télésphore ici, dans cette salle. Que Télésphore me dise ce que j'ai eu à dire aux Gabonais ou bien ce que j'ai eu à lui dire. Mais par contre, j'ai dit à Télésphore, parce que les gens ne savaient pas quoi faire. Par exemple, pour mon cas, j'ai dit à certains étudiants, j'ai dit, bon, ça fait déjà 10 ans que je suis ici, j'ai mes affaires ici, j'ai ma belle-mère qui a ses magasins à Tiasalé, ok? Moi, j'ai mes champs, j'avais un champ de riz de presque 2 hectares. J'avais des champs là où j'avais la première église. Alors je dis, pour nous qui sommes restés longtemps en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Parce que je n'étais pas le seul dans cette situation, il y avait d'autres qui se posaient les mêmes questions. Alors j'ai dit à Télésphore, j'ai dit, écoute, au lieu d'aller de manière dispersée, qu'on se réunisse, qu'on discute, et de manière collégiale, nous allons aller rencontrer son Excellence pour poser le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on attend un avion? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, parce qu'il y avait des propositions comme qu'il fallait aller au Bénin pour aller prendre l'avion au Bénin et puis rentrer sur Libreville. Et la question des 400 contingents, d'un contingent de 400 Gabonais, je ne sais pas où je peux trouver 400 Gabonais ici en Côte d'Ivoire. La seule chose que je sais, je suis pasteur ici. Avant, j'étais étudiant. J'ai terminé mes études. J'ai décidé de rester en Côte d'Ivoire. Et dans mon église, j'ai des fidèles qui sont des Ivoiriens, qui sont des Ghanéens, j'ai
j'ai même des, comment on appelle ça, les chrétiens de Burkinabé dans mon église. Donc j'ai un peu tout le monde dans mon église. J'ai les Aoussa, j'ai les Atiers, les Baoulés, tout ça. Donc ça, ce sont les membres de l'église. Et mon église se trouve même pas se trouve très loin dans une bourgade d'Abidjan. Donc quand vous me parlez des 400 Gabonais que moi j'ai pour la marche de Blé Goudé, j'ai dit, monsieur, son excellence, je ne reconnais pas ces choses-là. Donc, on a dû passer plusieurs heures dans le bureau parce qu'ils ont passé tout le temps à m'interroger et sur la question de mon épouse. Mais j'ai dit, mais la dame qui est juste à côté ici, qui est dans ce bureau avec moi, elle connaît mon épouse. Elle connaît ma belle-mère. Elle connaît que mon épouse est au Bamba. Donc, si vous dites que moi, mon épouse, elle est ivoirienne, mais demandez cette dame, elle est juste à côté de moi ici. Donc, toutes ces allégations, tous ces mensonges qui tournaient autour de moi, c'était vraiment... J'ai vraiment dû me défendre. On a longuement parlé dans ce bureau. J'ai dû répondre à plusieurs questions qu'ils me posaient. Et après, vraiment, j'étais martelé, j'étais martyrisé, j'étais vraiment... j'étais sous le choc. J'étais sous le choc des événements. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé autour de moi. Alors, par la grâce de Dieu, je suis enfin sorti de ce bureau. Quand je sors de ce bureau, vous pouvez comprendre que à partir de là, j'ai été simplement fiché. J'ai été simplement fiché par l'ambassade. J'ai été vu comme un élément dangereux. J'ai été vu comme quelqu'un à vraiment arrêter dans ses ambitions, ou bien il fallait me décourager parce que déjà, une fois ma belle-mère, elle est allée à l'ambassade pour faire ses documents, pour aller faire sa carte de séjour, sa carte de résidence. Elle arrive là-bas, il y a une autre dame dans l'ambassade qui dit Madame, je veux que vous puissiez parler à votre beau-fils parce qu'il faut que votre beau-fils arrête de faire la politique. S'il est pasteur, qu'il reste pasteur. Mais les questions de politique, il faut qu'il se mette hors de ça. Vraiment, elle a vraiment intimidé ma belle-mère. De telles intimidations, je me suis dit, quand ma belle-mère m'a rapporté ces dires, je me suis dit, mais pourquoi elle te dit ces choses? Donc, à partir de là, j'ai compris que j'étais quelqu'un qui n'était plus la bienvenue, non pas seulement à l'ambassade du Gabon, mais également dans mon pays. Donc, juste après la crise ivoirienne, après la guerre en Côte d'Ivoire, puisque j'étais resté seul, j'avais fait partie de mon épouse et ma belle-mère et mon fils. Et juste après, j'ai décidé de rentrer en 2011. Quand je rentre en 2011, je comprends simplement que je ne pouvais même pas travailler dans l'administration gabonaise parce que j'étais fiché. Parce que tous ceux qui ont les problèmes dans les ambassades, automatiquement, ce sont des gens à bannir, des gens totalement à exclure de la société. Alors, malgré mes efforts de déposer mes dossiers à gauche, à droite, je me rendais compte que mais ça ne passait pas. Même là où je pensais que ça pouvait marcher, mais les gens me disaient non, ton dossier n'est pas bon, ton dossier n'est pas bon. Donc j'avais compris simplement que j'étais fiché. Alors j'ai commencé à créer mes propres activités. Et en 2014, j'ai eu des partenaires déjà avec qui je travaillais depuis la Côte d'Ivoire, avec l'ONG J'aime Israël, avec le président Naki Jonas, d'ailleurs celui qui m'a introduit, avec mon frère Kofi. Ils m'ont dit, tiens, je pense qu'en rentrant dans ton pays, tu pourras faire la même chose, organiser les pèlerinages pour les pasteurs gabonais, pour aller en Israël. Et puis, si vous avez des bons rapports avec les Israéliens, vous pourrez avoir des contrats dans les domaines comme l'agriculture pour pouvoir développer votre pays. Quelque chose que j'ai trouvé de louable, de bien. Alors en 2014, je décide de faire mon premier voyage en Israël. Avec une bonne équipe de pasteurs, nous sommes allés en Israël. Au retour, on nous a posé quelques questions, pourquoi on est allé en Israël et tout ça. Donc on a essayé de répondre parce que le temps qui a suivi, après, j'ai été convoqué au CEDOC. J'ai été convoqué au CEDOC par un capitaine. Et arrivé au CEDOC, on me pose la question de savoir comment est-ce que tu fais pour aller en Israël. Tu as quels moyens pour aller en Israël? Et j'ai expliqué, j'ai dit non, ce sont des gens eux-mêmes qui payent leur billet d'avion, qui payent le tour, c'est-à-dire que le pèlerinage
et ils le payent au complet, et puis moi j'envoie l'argent à mes partenaires et ils organisent le voyage. Et à partir de là, j'ai des commissions et j'ai la gratuité du voyage. Donc c'est tout. Alors, donc je sors de là. Quelque temps après, on me convoque encore pour me poser encore les mêmes questions. Donc là encore je ne me doutais de rien. Je me disais que c'était des questions de routine. Ils voulaient simplement comprendre pourquoi j'étais allé en Israël. Parce qu'au sein du CEDOC, il y a un service, le service religieux. Donc ça veut dire que quand un pasteur est interpellé, c'est ce service-là qui est mandaté d'interroger le pasteur. Alors quelques temps après, en 2015, je fais mon deuxième voyage encore en Israël. Alors quand je fais ce deuxième voyage, là, c'est là que je vais avoir tous les problèmes. Et dans ce projet, depuis déjà 2014, je parlais de l'alliance Gabon-Israël, d'un projet d'alliance entre le Gabon et Israël, c'est-à-dire le retour pour normaliser les rapports entre Israël et le Gabon, parce que les rapports diplomatiques avaient été rompus depuis 1975. Et nous, en tant qu'Église, puisque on savait que celui qui bénit Israël est béni et que celui qui maudit Israël est maudit. Donc, on avait à l'esprit, on avait à cœur, en tant qu'Église, de pouvoir restaurer les liens avec Israël. Donc, par la suite, en allant en Israël, j'ai eu des partenaires comme LR Group, j'ai eu le partenaire comme le KKL, qu'on appelle le KLE Israël, qui ont plusieurs projets dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'agriculture, dans l'enseignement, dans la technologie. Toutes ces choses-là, c'était des projets qu'on pouvait implémenter dans notre pays. Alors donc, quand je rentre avec ces projets, je m'avais rencontré certains responsables d'église. Je suis allé à l'Alliance chrétienne, j'ai croisé à l'époque le pasteur Ndoukou, j'ai soumis le projet. Je suis allé rencontrer le président de l'église du Gabon, que j'ai également soumis le projet. Je suis allé voir l'évêque Mike Djoktan, que j'ai parlé de ce projet agricole, parce qu'on voulait avoir des fermes agro-pastorales au Gabon. Et les Israéliens, mes partenaires, étaient prêts à accompagner l'église, parce que c'était un projet qui concernait l'église. Et ce projet avait été adopté, accepté, voté par l'Alliance chrétienne. Et nous avons travaillé plusieurs mois, je pense qu'on a travaillé pendant 4 mois pour profiler ce projet. Et c'est à cette période même, pendant qu'on travaille sur ce projet, je suis allé au ministère de l'Agriculture où, par la suite, par une connaissance, j'ai eu une réunion avec le ministre Tchangou à l'époque, qui était le ministre de l'élevage en ce temps-là, qui m'a reçu chez lui à son domicile, où j'ai pris le temps d'expliquer ce projet agricole que l'État pouvait favoriser parce que c'était un projet privé, que l'État pouvait faciliter entre les Israéliens et l'Église. Parce qu'il faut dire que mon groupe d'amis d'Israéliens avait besoin d'une banque nationale qui pouvait endosser le crédit, parce qu'il y avait une banque israélienne privée qui était prête à nous donner un prêt pour ces projets. Et bien entendu, il y avait aussi un apport de la part des églises, parce que ce projet s'adressait à toutes les églises du Gabon. Et dans ce même projet, je suis allé à l'église catholique et j'ai eu la grâce de rencontrer l'archevêque de Libreville, Basile V, qui sortait à peine de son bureau. Je l'ai croisé aux escaliers. Je me suis présenté, j'ai dit bonjour, voilà, nous avons un projet pour les églises. Et j'ai remis la lettre à main propre à l'archevêque Basile V sur ce projet d'alliance entre le Gabon et Israël. Donc, j'ai croisé pas mal de serviteurs de Dieu par rapport à ce projet. Donc, ce projet, vous allez comprendre pourquoi je prends le temps de vous expliquer ça. Vous allez comprendre ce qui s'est passé par la suite. Alors, quelques temps après, je reçois un coup de fil, toujours du CEDOC. Et là, c'est un autre capitaine qui me reçoit, qui là, il va être plus dur avec moi. Il va commencer à me dire, non, qu'est-ce que tu allais faire en Israël? C'était quoi le but de ton voyage? Quelles sont tes relations avec ces partenaires que tu as, ces gens dont tu parles ici? J'ai expliqué, j'ai dit non, mais je suis allé là-bas premièrement pour le pèlerinage, mais par la suite, nous sommes allés pour pouvoir avoir des projets agricoles, si on peut avoir des projets pour développer notre pays. Alors je pense qu'ils ne m'avaient pas cru. Alors quelques temps après, ils m'ont relâché, je suis parti. Une semaine après, là, je suis convoqué encore par le CEDOC.
Et là, cette fois-ci, c'est le DDI, c'est-à-dire le directeur de l'intérieur du SEDOC, qui me convoque dans son bureau. Et c'est là que tout commence. Alors, dès que je rentre dans le bureau du DDI, du directeur de l'intérieur, du SEDOC, on me fait asseoir. Alors, le monsieur me pose la question, il me dit, c'est quoi cette affaire avec Israël et le Gabon? Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Israël et par rapport à nos conventions, par rapport à ce que on soit membre de l'ONU et puis membre, je crois, de la communauté islamique. Donc, il est bon pour toi, il n'est pas bienséant de parler d'Israël ici au Gabon. Il est allé plus loin en disant que si tu continues dans ce projet, si nous avons des terroristes au Gabon, si nous avons Boko Haram qui rentrent au Gabon, tu en es responsable. Et j'ai répondu au monsieur, j'ai dit, mais en quoi je suis responsable? Il me dit, non, une autre chose que je vais te dire. Et là, quand je parle de ceux qui sont allés dire, il y avait l'évangéliste, parce que je ne suis pas le seul. Cette fois, je ne suis pas le seul, je suis allé avec l'évangéliste Luc Balou, parce qu'il était avec moi dans ce voyage en Israël, il était assis. Et il va plus loin, parce que ça, je veux le dire, j'ai dit que je vais rompre le silence. Il va me dire que vous êtes allé en Israël pour aller acheter des armes pour le compte de l'opposition. Et il va en disant que c'est pour le compte de Ping que je suis allé acheter les armes en Israël. J'ai dit, mais monsieur, mais mon Dieu, mais je vais avoir... Je ne connais même pas Ping. Nous sommes en 2015. J'ai dit, je ne connais pas Ping, je n'ai jamais vu Ping. De toute ma vie, je n'ai jamais vu Ping devant moi comme ça. Je vois Ping dans les médias, je vois Ping au journal télévisé, voilà. Je savais que c'était le président de l'Union africaine. Je l'ai vu quand il y a eu la crise ivoirienne, dans la télévision, quand il y a eu la crise ivoirienne. Et en tant que président de l'Union africaine, il était venu intervenir et tout ça. Donc, je ne connais pas Ping. Et aller acheter les armes, je crois que je ne sais pas ce que je peux vous dire. Et là, vraiment, je me suis défendu. Parce que je ne pouvais pas laisser passer ça. Il fallait que je parle. Je me disais que c'est ici on ne devait pas nous faire sortir parce qu'on était dans le SEDOC. La prison n'est pas loin. La prison n'est pas loin. Je ne sais pas comment ça pouvait mal se terminer. Et puis, je me retrouvais enfermé au SEDOC. Alors qu'après quelques heures d'échange, alors il décide de nous faire partir. Et là, pendant que je vivais toutes ces choses-là, je n'ai pas pu appeler ma famille, ni ma belle famille, ni j'avais même du mal à parler de cette affaire à mon épouse, parce que je ne voulais pas faire peur à mon épouse. Je ne savais même pas à qui parler de cette affaire. Je me disais que cette affaire commençait à aller un peu plus loin. Alors, quelques temps après, j'ai reçu un autre coup de fil, et là, cette fois-ci, sur le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui m'appelle, qui me dit, oui, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes monsieur Ibola? Je dis oui. Alors, donc, on vous demande de vous rendre demain au ministère de l'Intérieur. Et j'ai demandé au monsieur, mais pour quel motif? Et il m'a dit, monsieur, si vous ne vous rendez pas vous-même, vous savez ce qui va arriver. Donc, venez tout gentiment, on vous attend demain. Alors là, je comprenais que ma vie était en train de prendre une autre tournure. Je comprenais que j'étais dans l'insécurité, je n'étais plus en sécurité, j'ai commencé à perdre mes moyens, j'ai commencé à perdre ma paix, je ne vivais plus bien. Et ce jour-là, on se rend au ministère de l'Intérieur, c'est la même chose. C'est le même questionnement, qu'est-ce que tu allais faire en Israël, c'est qui ces gens, c'est qui ces hommes, voilà. Donc on n'a plus tout le temps d'expliquer les mêmes choses, j'ai plus le temps de redire les mêmes choses. Et quelques temps après, quand on est sorti de là, il y a quelqu'un qui me prend à côté, qui me dit, tu sais que ton dossier, ce n'est pas un bon dossier. Donc tu dois nous dire la vérité, parce que si tu ne dis pas la vérité, mais ça ne va pas être bon pour toi. Donc je dis au monsieur, je dis qu'il n'y a pas d'autre vérité, je n'ai que cette seule vérité. J'organise les voyages pour Israël. J'ai même voulu organiser les voyages pour les pasteurs de l'Alliance chrétienne. C'est tout ce que je fais pour le bien de l'Église, pour le bonheur de l'Église. C'est ce que je fais et rien d'autre. Et alors je rentre chez moi à la maison. À peine arrivé chez moi, j'ai reçu encore un autre coup de fil.
Le même jour que je reviens du ministère de l'Intérieur. Et là, cette fois-ci, c'est le ministère des Affaires étrangères qui m'appelle. Et là, ce jour, je vous dis, j'ai failli pisser sur moi. Je me suis dit que là, c'était la prison qui m'attendait. Il y avait quelque chose il y avait un mauvais présage devant moi. Je me suis dit que là, tout n'allait plus. Est-ce qu'il fallait fuir? Je commençais à me poser des questions dans ma tête. Je dis, est-ce que je dois fuir? Qu'est-ce que je dois faire? Et quand je pense à fuir, je pense à mes enfants, je pense à mon épouse, je pense à l'église que j'avais à Libreville, parce qu'à Libreville, j'ai une église à Libreville. J'avais une église à Libreville parce que mon église aujourd'hui, elle est fermée. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Donc, tout commençait à me traverser l'esprit. Je m'interrogeais. Il fallait que je prenne une bonne décision. Est-ce qu'il fallait fuir? Est-ce qu'il fallait rester? Et pendant ce temps, quand il me convoque, aucune convocation. Et rien n'était écrit pour dire que monsieur Iboula, voilà ce qu'on vous reproche. Voilà, répondez à la DGR, ou bien répondez à la police, ou bien répondez à ceci ou cela. Rien n'était notifié. Je comprenais qu'ils ne voulaient pas laisser une traçabilité par rapport à leur coup de fil, par rapport à leurs menaces ou à leurs intimidations, ou bien ce qu'ils voulaient faire. Alors je prends mon courage. Cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je vais l'expliquer dans mon livre, ces détails-là. Alors j'arrive effectivement au ministère des Affaires étrangères, et là je suis reçu par le... Et d'ailleurs déjà au ministère de l'Intérieur, j'étais reçu par le conseil diplomatique du ministre. Et maintenant, au ministère des Affaires étrangères, c'était le directeur technique du ministre qui m'a reçu également et qui a commencé à me dire que, tu sais, ce projet avec Israël, parce qu'il y avait aussi une affaire d'aller planter les arbres en Israël. On avait un projet de planting d'arbres en Israël, parce que c'est un projet que le KKL avait, c'est-à-dire il fallait reverdir le désert et tout ça. Et nous, on a trouvé ce projet très bien et nous avons participé à ce projet. Alors, il avait dit qu'il était hors de question que le gouvernement puisse s'impliquer dans ce genre d'action. Et voilà, donc, toutes ces choses-là, il a parlé. Et j'ai compris qu'à la fin, que je ne pouvais plus rester au Gabon parce que, quelques temps après, il y a quelqu'un qui avait dû me voir me disant que je ne citerai pas le nom de cette personne parce que n'eût été cette personne, je dois ma vie à cet homme-là. Il m'a dit, mon petit, si tu continues à rester là, mon fils, on va t'arrêter. Avec cette affaire d'Israël, tu vas être arrêté. Donc, je me suis senti vraiment menacé par rapport à ça. Et c'est comme ça que je vais vous épargner d'autres détails parce que l'histoire est très longue. Et c'est comme ça que je décide, comme ça, de quitter Hélico Presto, le Gabon, avec l'aide de l'évangéliste Luc Balou, qui me prend pour m'amener en Afrique du Sud. Alors, depuis que je suis ici dans les Amériques, je continue mon combat parce que j'appelle ça aujourd'hui la légitime défense. Vous avez porté des accusations sur moi, sans preuve, parce que quand on parle, on me dit, on dit à quelqu'un qu'il allait acheter des armes, je ne sais pas devant quel tribunal je peux me défendre devant de telles accusations. Je ne me voyais pas en train de prendre ce courage pour dire, je vais aller devant un tribunal et puis je vais avoir ce procès. Parce que c'est un classico. Parce que quand on commence à dire que vous avez fait ceci, vous avez fait cela, et bien quand vous arrivez devant le juge, mais les heures que suivent, vous allez vous retrouver à la prison centrale de Libreville. Alors pour éviter tout ça, j'ai été obligé de quitter, j'ai été arraché de mon pays pour sauver ma vie, pour essayer de retrouver un peu de sérénité, pour trouver un peu de paix. Donc, voici un peu mon témoignage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rompre le silence parce que je veux rentrer dans mon pays. Je veux rentrer dans mon pays parce que c'est ma terre natale. Ma famille a besoin de moi. Ma nation a besoin de moi. Je dois répartir dans ma nation. Et je voudrais au passage dire aux autorités gabonaises que j'ai adressé des lettres, j'ai adressé des courriers à l'ambassade de France ici au Canada, où, avec le rapport que j'ai reçu de l'immigration après l'audience que j'ai eue ici devant le juge, pour prouver mon exil. Donc j'ai mis à l'intérieur ces rapports parce qu'aujourd'hui je suis
j'ai la qualité de personne protégée par le gouvernement fédéral canadien. Et là, j'ai adressé des lettres à l'ambassade de France ici au Canada. J'ai adressé des lettres aussi à l'ambassade de Russie, à l'ambassade fédérale de Russie, ici au Canada. J'ai aussi adressé une autre lettre que j'ai envoyée à Libreville, à l'Union européenne, représentée au Gabon. Donc, toutes ces lettres-là, j'explique toute l'histoire. Donc, pour moi, si quelque chose m'arrive au Gabon, si je suis arrêté au Gabon, je crois que ceux qui m'ont accusé dans le passé doivent vous prouver toutes ces accusations avec des preuves à l'appui, des preuves palpables et tangibles qui me condamnent, qui montrent qu'effectivement que les actes dont le CEDOC, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires me reprochent sont avérés, sont des faits avérés. Sinon quoi, ce n'est qu'une propagande, sinon quoi, ce sont que les mêmes méthodes qui amènent le gouvernement gabonais à intimider les Gabonais, à intimider les Gabonais, à menacer les Gabonais, à les tuer, à les arrêter. Et aujourd'hui, je prends mon courage de rentrer dans mon pays. Alors, si quelque chose m'arrive, je pense que devant la communauté nationale, que soit la communauté internationale, je prends un témoin ma famille à moi, je prends un témoin ma tribu, je prends un témoin la famille Nzebi. Je suis Nzebi, ça je vais manquer de le dire. Et je suis également Bavumbu. Mon père est Bavumbu et ma mère est Nzebi. Je suis né dans l'Angounié. Ok, c'est là où vient ma famille. Et j'ai longtemps gardé cette histoire, je n'ai pas voulu en parler parce que souvent beaucoup de personnes me posaient souvent la question de savoir pourquoi est-ce que tu es parti du Gabon, pourquoi est-ce que tu es parti précipitamment du pays. On n'a rien compris. Et donc il fallait que je fasse cette vidéo pour expliquer de manière claire les intimidations, les menaces, les arrestations, les convocations que j'ai reçues de la part des services de renseignement, je dirais ça comme ça, de la part des services de renseignement, pour que je puisse répondre à un certain nombre de questions. Donc, j'appelle ma famille, l'Nzebi, que moi, votre fils, l'Njeli Ibola Sosten Orphée, même Nzebi, même Shlebam, Tatame Ibol Sylvestre, Karame mon Lengendi Etienne. Donc, Lengendi Etienne, ou mon pasteur, missionnaire. Donc, mais na tebin. Ma mo, tu m'as bien entendu 5 abès. Le kessel ma yad, le kessel ma top. Pour que Bella Yourmam, parce que Bata, Bachto, quand tu n'as pas de na sama bikumbu, bes ban ba tseng le kaba, le sayamble. Donc, moi, j'ai pris ce courage-là de parler aujourd'hui parce que c'en est de trop aujourd'hui. On ne peut pas fuir de notre pays. Je ne peux pas continuer à errer dans le monde. Je ne peux pas continuer à fuir mon pays ou bien à rester longtemps comme un exilé. Donc, j'ai décidé de rentrer dans mon pays. Et quel que soit ce qui va arriver, je crois que j'ai laissé cette vidéo. Tout le monde le sait aujourd'hui. Cette vidéo va passer dans les réseaux sociaux. Mes lettres, je vais les mettre, je vais les poster dans les réseaux sociaux pour qu'on sache ce qui se passe dans mon pays, ce qui se passe au Gabon. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont exilés, sont hors de leur pays, à cause simplement des gens qui ont décidé de conserver le pouvoir, à cause des gens qui ont décidé d'empêcher les Gabonais aussi d'évoluer, de s'épanouir dans leur pays. Donc, une fois de plus, je voudrais dire aux Gabonais de ne pas s'inquiéter en ce qui me concerne, parce que beaucoup me posent la question, tu rentres quand? La question de revenir au pays, je vais rentrer au pays. Et une autre chose que j'ai oublié de dire, au passage, vous savez, après mon deuxième voyage en Israël, le troisième voyage, quand je veux repartir en Israël, on me refuse le visa pour Israël. C'est la même période que j'avais des convocations. Parce que ici, sur ce document ici, vous avez certificat de pèlerinage. Ce document ici. Ce document dit ceci. Certificat de pèlerinage. Attestation par la présente que l'Njeli Ibola Sosten Orphée, en se conformant aux préceptes de la Bible, est monté à Jérusalem, ville sainte et capitale d'Israël, et sera autorisé de se prévaloir du titre de pèlerin de Jérusalem,
signé par le ministre du Tourisme et du maire de Jérusalem. Donc, ce document que je viens juste de lire, vous pouvez comprendre que dans cette même période, je suis allé à l'ambassade d'Israël au Cameroun pour, n'est-ce pas, obtenir un visa pour repartir pour la 3e fois en Israël. Ça m'a été catégoriquement refusé. Et je voudrais simplement dire aux Gabonais, rassurer à mes frères, rassurer à ma famille, que le Gabon nous appartient tous. Je suis un fils du Gabon et je n'ai pas d'autre nation. Je n'ai pas de nation de l'échange. Donc, je veux revenir dans mon pays. Pour ceux qui me demandent quand est-ce que je vais rentrer, ne vous inquiétez pas parce que je me prépare à revenir au Gabon. Advienne que pourra, parce que c'est ça, être leader. Si j'ai décidé de rompre le silence, c'est parce que je veux que ça soit clair dans l'esprit de tous les Gabonais pour comprendre la tyrannie, pour comprendre comment ce gouvernement ou comment nos autorités, les autorités de nos pays fonctionnent. Ils fonctionnent, c'est par la peur, par les intimidations, par l'emprisonnement, par le meurtre. Donc toutes ces choses-là, ce lot de choses, aujourd'hui ne me font plus peur. Ne m'effrayent pas parce que nous n'avons pas de choix. On doit rentrer dans notre pays pour que nous puissions développer notre nation, nous puissions construire notre nation, bien entendu tous ensemble. Et pour terminer mon propos, je vais simplement bénir Dieu qui m'a gardé toutes ces années et surtout ma famille, mon épouse et mes 4 garçons qui vivent cette épreuve très difficile, qui vivent cette situation. Vous ne pouvez pas imaginer quand mes enfants sont malades. Vous ne pouvez pas imaginer mon épouse, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils vivent actuellement. C'est difficile, c'est atroce. C'est inhumain quelquefois quand je raconte mon histoire à mes amis, ici, que ce soit mes frères de l'église. Ils peuvent comprendre que tu ne peux pas souhaiter ça à ton ennemi. Et combien de personnes, combien de gens sont dans ma situation aujourd'hui qui ne peuvent pas retourner au Gabon parce qu'ils se sentent menacés par le régime en place. Donc nous gardons la foi, nous avons un pays à reconstruire, nous avons un très beau pays et pour moi, il est hors de question que je continue à fuir, il est hors de question que je continue à rester à l'extérieur quand mon pays, quand ma nation a besoin de moi. Donc je vous remercie pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et comme je disais au départ, que je vous ai épargné des détails parce que je vais écrire un livre là-dessus. Ce sera mon 2e livre où je vais parler de mon exil, les conditions de mon exil, la vie que j'ai vécue pendant ces 5 ans, le travail que j'ai dû faire, les endroits où je suis passé, où je n'avais ni amis, ni frères, ni même de connaissances. Mais à chaque fois que j'ai rêvé dans un pays, Dieu a disposé des gens, Dieu a mis des gens au devant de moi. Et surtout dans ce pays, c'est dans ce pays au Canada que j'ai vraiment trouvé la paix du cœur, j'ai trouvé le repos parce que j'ai trouvé une grande famille. Et dans mon église, là où je prie, j'ai trouvé des hommes de Dieu qui très tôt ont compris ma situation et qui ont commencé à m'épauler, à m'encourager, à prier avec moi. Dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit dans le cadre même du parti politique, ils sont vraiment concernés et ils nous accompagnent, ils apportent leurs conseils. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, ça a juste prix. Et ça, seul Dieu pourra vraiment les récompenser. Donc merci une fois de plus. Je tenais vraiment à ouvrir mon cœur, je tenais vraiment à dire ces choses pour que les Gabonais ne soient plus dans ces questionnements concernant la vie de certains Gabonais. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon.